regardez, on est là dans des incidents qui sont plus tout à fait des incidents, qui sont des affrontements extrêmement graves, vraiment graves, parce qu'il y a une entrée dans l'espace aérien de l'OTAN par un Sukhoi dans une attitude extrêmement guerrière et menaçante. C'est la marine estonienne qui a tenté d'aborder le pétrolier russe de la flotte fantôme dans la mer Baltique. Ce sont les images qu'on voit là. Les forces estoniennes ont tenté d'intercepter ce pétrolier Jaguar, qui fait partie de cette flotte fantôme russe, qui nous expliquerait plus exactement ce que c'est. Dans les eaux neutres du golfe de Finlande, des navires de patrouille et des avions de l'OTAN se sont approchés. L'Estonie a tenté à 2 reprises de faire débarquer une équipe d'arraisonnement depuis un hélicoptère. Donc c'est une opération très importante pour tenter de l'arraisonner. L'équipage aurait bloqué l'embarquement, poursuivi sa route. Un chasseur russe, Sukhoi 35, a réagi à l'incident et a violé l'espace aérien estonien, donc de l'OTAN. Cette fois, c'est un appareil russe qui entre dans le ciel de l'OTAN, de l'Alliance. Si c'est dans le ciel de l'OTAN, je rappelle que le ciel la limite territoriale, c'est les 12 000. 12 000. Au-delà de 12 000, on est dans la zone exclusive économique, et ça, c'est 200 000 marins. Alors, je ne sais pas s'il y a 200 000, parce qu'il y a de l'autre côté, mais 200 000 marins. Et là, le pétrolier était dans la zone exclusive. Donc, c'est une zone exclusive, effectivement, c'est l'Estonie, me semble-t-il. Estonie. Mais dans ces zones exclusives, la liberté de navigation est totale. Elle est exactement comme en haute mer. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, effectivement, c'est si cet avion a réellement violé l'espace aérien, c'est-à-dire est entré dans les 12 000 au large des côtes estoniennes. Ils l'ont abattu. Ils l'ont pas abattu. Ils l'ont pas abattu, mais je dis que quand un avion russe entre dans les zones, s'il est vraiment entré dans l'espace aérien, il doit être abattu. Mais le premier acte d'hostilité, quand même, il faut, dans votre récit, en tout cas, clairement, c'est la tentative par l'armée estonienne d'arraisonner en haute mer, en fait, dans des zones internationales, un navire. Vous n'avez pas le droit d'aller arraisonner les bateaux au-delà des 12 000 des côtes. Sauf si vous avez une mission de l'ONU, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Estonie. Et donc, après cet acte un peu comme ça illégal de force, eh bien les Russes ne se sont pas effectivement privés de réagir en envoyant un avion violer l'espace aérien de l'Estonie. Alors, d'abord, je questionnerai l'illégalité de l'intervention estonienne, parce qu'il s'agissait d'un navire de la flotte fantôme russe qui est sanctionné par les sanctions de l'Union européenne. Donc comment renforcer les sanctions ? Il est en infraction. Voilà, donc là, non mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Là, il y a un problème. Mais laissez-moi finir, Renaud, sans m'interrompre, s'il vous plaît. Après, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Ensuite, ce qui est grave pour moi dans ce sentiment, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de navires qui vont trop près de l'espace aérien de l'OTAN, mais ce sont dans des cadres d'exercice pour montrer les muscles. Là, ils ne sont pas en train de montrer leurs muscles. Là, c'est un incident qui risque de se reproduire. C'est qu'il y a cette flotte fantôme russe que les Européens veulent arrêter, qui est sous sanction. Après, on peut débattre autant que vous voulez sur la légalité, mais il faut que les Européens aient un moyen d'enforcer ces sanctions. Donc, et là, les Russes qui s'opposent aux Européens, qui essayent de faire que les sanctions tiennent, là, on peut arriver dans une situation de conflit qui peut dégénérer très rapidement. En droit international, excusez-moi, je connais un tout petit peu le sujet, en droit international, le golfe de Finlande n'est pas un lac intérieur d'un pays membre de l'Union européenne. Ce sont des eaux internationales. Absolument. Qui vont jusqu'à, d'ailleurs, le port de Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, ce sont des eaux internationales. Donc ça, c'est très simple. Les sanctions de l'Union européenne ne s'appliquent pas au monde entier ou aux eaux internationales. Les seules sanctions qui peuvent s'appliquer effectivement en haute mer sont les sanctions décidées par l'ONU. Et c'est des sanctions qui ont été appliquées, par exemple, sur le contrôle de l'approvisionnement en armes de la Libye. Donc là, effectivement, l'Estonie, voilà. Et il n'y a aucun moyen. Alors, en revanche, effectivement, vous pouvez arraisonner un bateau ou même le mettre sous scellé
si ce bateau entre dans un port de l'Union européenne, évidemment. Ou si, par exemple, pas le cas. Il laisse traîner son ancre, à ce moment-là, il y a une infraction. Voilà. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, alors il faudrait le vérifier, c'est qu'il était sous sanction du Royaume-Uni et pas de l'Union européenne. Mais même, mais à ce moment-là, ça s'applique encore moins. Et là, effectivement, il y a un hiatus, c'est-à-dire qu'en haute mer, on n'arraisonne pas des bâtiments. Quoi qu'il en soit, sur la gravité de l'affrontement, là, on a un certain degré de gravité, ça vous en convenez. Écoutez de quelle façon la radio essaye au commencement d'arraisonner. C'est le navire de guerre estonien qui prend la parole. Écoutez. Il s'agit d'un navire de guerre estonien, Papa 6732. Votre demande sera refusée. Suivez mes instructions. Changez immédiatement de cap au 105. Qu'est-ce qu'on entend là précisément il essaye de la raisonner et de le faire entrer dans les eaux territoriales estoniennes à partir du moment où ils seront dans les eaux territoriales estoniennes. Et le navire ici refuse. Pour rentrer à bord. Voilà, donc c'est ça que l'on entend. Donc effectivement, il est dans la zone exclusive et je rappelle que ce sont des zones de libre navigation. Donc après, si on raisonne sans mandat, c'est de la piraterie. Et c'est tout le problème. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que ces bâtiments soient mis hors d'état de nuire, etc. Mais effectivement, sur le plan juridique, l'affaire n'est pas claire, en tous les cas. Mais s'il y a un signalement délictueux, si on sait des choses à propos de ce truc de ce navire. Je ne sais pas quel pavillon il battait. Je ne sais pas. Parce que c'est ça qui est important. Il avait un pavillon du Gabon. Oui, c'est ça. Alors. Oui, je suis désolé. On sait très bien comment tout ça est fait, comment ils en fument à travers la flotte qu'on évoquait, la flotte fantôme. Mais tout le monde. Pas quelque chose d'illégal. Cela étant, le coup d'après, Sylvie Vann, le coup d'après, évidemment, c'est le risque qu'il y ait un avion abattu de part ou d'autre. Et là, on arriverait à un certain degré. Un niveau de tension dangereux. Donc, je pense que justement, malgré tout le monde fait attention. Mais le problème de ces sanctions, c'est que ce sont des sanctions unilatérales. C'est des sanctions européennes, c'est des sanctions américaines, c'est des sanctions britanniques. Elles n'ont aucune valeur juridique sur le plan international en réalité. Donc effectivement, ces navires vont continuer à naviguer. Ce qui est très grave, par exemple, c'est la violation de l'espace aérien. Si c'est avéré, ça c'est... Et la France donne cette tonalité-là sur le ton de gravité. Écoutez le ministre des Affaires étrangères. Le niveau de la menace a augmenté. Nous l'avons constaté tout au long des 3 années qui se sont écoulées depuis que la Russie a lancé sa guerre d'agression contre l'Ukraine et nous constatons que la menace s'étend au-delà de l'Ukraine. Je tiens à souligner l'importance de ce qui s'est passé en Estonie où pour la première fois la Russie a répondu aux sanctions économiques des membres de l'Alliance par une action militaire. Cela témoigne du niveau de la menace à laquelle nous sommes confrontés sur le flanc oriental de l'OTAN. Commandant Proutot. Non mais moi ce que je trouve dans cette affaire qui est caractéristique, c'est que l'agression aérienne, parce que là il y a agression aérienne, elle vient protéger soi-disant un pétrolier qui n'est pas russe, donc il n'y a pas de défense légitime, mais un pétrolier qui travaille pour faire contourner les sanctions sur la Russie et sur le pétrole. Donc, si on ne prend pas une mesure, on finit pas par prendre des mesures cohérentes par rapport à ce qu'on veut imposer, on se trouvera à chaque fois dans ce type de situation, avec le risque, comme vous l'évoquiez, qu'à force de tutoyer la zone où on peut riposter, on finira par riposter. Comme ont fait les Turcs en 2018, me semble-t-il. Et moi, je dis un avion russe qui viole l'espace aérien de l'OTAN, moi, je pense qu'il faut l'abattre. Point. Voilà. Et très franchement, autant je... tous les deux. Regardez l'image du Sukhoi. Regardons maintenant l'image du Sukhoi. C'est ce Sukhoi 35, qui serait rentré donc vraiment dans l'espace aérien de l'Estonie, donc de l'Alliance Atlantique. Là, vous le faites abattre après une sommation, 2 sommations, c'est quoi la règle? Là, il y a une sommation avant quand même. Là, quand il sera battu, là, pour le moment, il faut qu'il pénètre dans l'espace aérien. Mais s'il pénètre 10 secondes dans l'espace aérien, vous avez le temps de rien, de toute manière. Donc vous ne pouvez pas l'abattre. Mais je pense qu'il n'y a pas de sommation. Je veux dire, les Turcs, quand ils sont... L'avion est pas en Syrie... Non, mais il y avait eu sommation plusieurs fois avant, et les Turcs étaient furieux parce que les Russes avaient continué... Ils faisaient leur tour, en fait, ils viraient sur l'aile au-dessus du territoire turc. Non, je pense
pense que s'il y a violation de l'espace aérien, ils ont absolument le droit de la légitime défense de défendre leur espace aérien sans sommation. Jusqu'où remonte une décision pareille? L'Estonie est un tout petit pays, j'imagine que c'est leur Premier ministre, mais en France, par exemple, qui déciderait d'abattre l'avion? Le président de la République. Oui. Seul. Chef des armées. Oui, mais vous voyez la chaîne, il faut. Non, mais je veux dire, ça monte de toute façon jusqu'au président de la République. Non, mais ça montera jusqu'à lui. Oui, descendre un avion russe à l'heure actuelle, ça remonte au plus haut niveau. Oui. Il y aurait la procédure en France, on enverrait un Rafale ou 2 Rafales. Pour l'accompagner contre l'avion, en lui faisant des signes internationaux pour dire de dégager, pour dégager de l'espace aérien français. Et si effectivement l'avion refusait ou même prenait des mesures hostiles, alors là, ça monterait très très vite au chef d'état-major de l'armée de l'air, au chef d'état-major particulier, et s'il fallait vraiment en temps de paix abattre l'avion, là, c'est que le président de la République qui peut décider, parce qu'il y a mort d'homme, en temps de paix, qui peut décider ça. Ouais. Mais quand les Rafales avaient raccompagné un avion russe, ils avaient décollé d'où? De France? De Mont-de-Marsan? Non, on a toujours des Rafales Air Baltic Policing qui est dans les pays baltes. Donc on a à peu près 6 avions en permanence, mais qui se participent à la réassurance autant. Donc il décolle au nom de l'OTAN et non pas au nom de la France. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Et quand on accompagne ces avions russes, ils sont au-dessus de la zone économique. Ils sont un peu comme le bâtiment sur mer. En général, ils ne rentrent pas. Là, véritablement, rentrer dans l'espace aérien, j'imagine que ça a duré quelques secondes et qu'on n'a pas le temps de réagir, mais c'est quand même, à la fois une violation, et puis je pense c'est une provocation qui est assumée. Et pour nous tester, voir comment on réagit, et voir si on ne peut pas pousser les pions un petit peu plus loin. Ils circulent tout seuls, les Sukhoi, comme ça, ils ne vont pas à deux, ils sont tout seuls, c'est quand même... généralement, c'est plutôt... là, je ne sais pas si on avait un deuxième... les avions, c'est rarement seul, en général. Oui, c'est ça. Quand même, ils sont un peu casse-cou, les mais je pense qu'ils testent réellement jusqu'où on peut aller. Ça les amuse. Et puis là, ils se sont aperçus qu'il n'y a aucune réaction. On a abandonné le pétrolier et puis ils ont pu violer l'espace aérien. Je pense que c'est pas un bon signal. Général, vous avez été en poste quand vous étiez à Berlin. vous aviez vraiment les forces soviétiques, les forces de l'armée rouge, pas loin de vous. Oui, quand j'étais lieutenant, oui, absolument. À la jumelle. À la jumelle, voilà. Vous les voyez vraiment, pour ainsi dire, dans les yeux. Est-ce que le degré de provocation était le même? Est-ce qu'on revient au degré de provocation? Non, pas du tout. Pendant la guerre froide, je veux dire, c'était extrêmement normé et il n'y avait aucune provocation des deux côtés. Donc de ce point de vue-là, c'est pire. Ce qu'on vit là est pire. Oui. Mais il n'y avait aucune provocation. Je veux dire, c'était un jeu que tout le monde connaissait, c'était normé, on respectait les règles du jeu. Quand on passait à Berlin-Est pour patrouiller, par exemple, de temps en temps, le véhicule était bloqué, ou alors à Checkpoint Charlie, le type, il faisait pendant 20 minutes le tour de la voiture, mais il n'avait pas le droit d'y toucher. Personne ne violait les règles, en fait. C'était vraiment très, très rare. Ce que vous racontez est très inquiétant parce qu'on entre là dans une dimension d'inconnu. C'est-à-dire que personne ne sait. Là, ça aurait pu avoir une déflagration. Une chose comme ça, il y aurait pu avoir une déflagration. Oui, du temps de l'Union soviétique, comme le général vient de le dire, il y avait des règles. Et au-delà des règles, il y avait d'excellentes relations, sauf au moment de la crise de Cuba, entre les soviétiques et les occidentaux. Il y avait des réunions au plus haut niveau. Ils se parlaient. Il y avait des coopérations. Et puis il y avait un comité central. C'était pas centralisé comme ça. Effectivement, les relations étaient meilleures du temps de l'Union soviétique, ce qui est un paradoxe. C'est assez vertigineux de vous entendre. Des dérapages très importants. Je me souviens de l'un, je crois que c'était en 1985. C'était un avion, un 747 de la compagnie aérienne coréenne qui passait au-dessus de la Sibérie et qui a effectivement, sans doute en se trompant, a emprunté, a passé au-dessus du territoire soviétique, alors que ce n'était pas normalement sa route habituelle. La route habituelle de ce 747 coréen. Eh bien, on était en 1985, il a été abattu avec 243 civils à l'intérieur. Et ça a d'ailleurs provoqué un grand choc, même évidemment en Occident, mais aussi, je crois, à l'intérieur de la Russie, en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que des abrutis de pilotes et d'un général autorisent à tirer
sur un avion civil avec 243 civils à l'intérieur. Ce qui est inquiétant avec ce qui est arrivé sur le large de l'Estonie, c'est qu'il y a un potentiel que ça se reproduise, parce que l'Union européenne a justement décrété qu'ils allaient renforcer les sanctions contre la flotte fantôme. Ce passage, les navires russes qui vont vers Saint-Pétersbourg n'ont pas d'autre choix que de passer par la mer Baltique pour arriver au golfe de Finlande. Donc, disons que là, c'est une région qui était déjà sous haute tension. Et bien, les tensions, maintenant, elles le train de sanction est validé. Il a été. Si on veut arrêter la flotte fantôme, il faut prendre des mesures et des règles pour pas que ça se reproduise. Mais s'ils protègent un bateau gabonais, c'est bien parce qu'ils protègent le commerce, leur commerce. Mais d'un autre côté, on se transforme en pirate. Il y a un vrai problème juridique quand même. Si on veut être les forces du bien, on peut pas comme ça. Mais on peut s'attaquer. Voilà. On peut empêcher par la force les Russes de faire du commerce. Mais ça a un nom. Ça s'appelle la guerre. Voilà. Est-ce qu'on est prêt ? Voilà.